Donc Richard Kelly a quand même 25 ans quand il réalise ce film, ce qui est très très jeune. Donc c'est un premier film. Et je vais très rapidement, avant de donner la parole à Jean-Sébastien, parler de l'époque à laquelle se passe le film. Donc ça se passe en 88, en octobre 88, pendant la campagne électorale entre le démocrate Mikhail Dukakis et le républicain George Bush père. Et en fait, c'est une campagne qui a été assez violente, c'est assez oublié maintenant, mais ça a pas mal joué sur la peur. Le candidat démocrate qui s'appelait Dukakis a été accusé, parce qu'il était d'origine grecque, donc on l'a accusé de ne pas être vraiment américain, il y avait tout un débat sur le patriotisme. Et en cas, c'est une période que Richard Kelly a connue, donc il avait 13 ans. Il avait 13 ans, il a connu cette période, et il dit que donc c'est la fin des années Reagan, et lui il présente cette période comme le début de la gueule de bois de l'Amérique. Donc il y a une opposition dans le film quand même, on voit entre... c'est l'histoire d'une communauté, la ville où ça se passe s'appelle Middlesex, donc il y a déjà un côté un peu libidineux, une espèce de jeu sur le mot. Donc c'est une communauté qui réagit à une catastrophe, et en fait on voit qu'il y a quand même pas deux camps, mais d'un côté il y a des profs un peu libéraux, un peu progressistes, de l'autre il y a des profs un peu plus conservateurs. Donc c'est un peu voilà, le sol dans lequel se passe le film. Donc est-ce que toi tu trouves ça un peu simpliste, pas, la façon dont Kelly oppose un peu ces deux Amériques Non, je ne trouve pas ça très simpliste en fait, puisque ce que tu disais par rapport à Dukakis, c'est passé exactement la même chose avec Obama en fait, puisqu'on a fait les républicains lui ont fait le même reproche de ne pas être américain, de ne pas être chrétien. Donc finalement c'est les mêmes reproches qui reviennent à chaque fois. Et historiquement c'est juste. Donc non, je trouve pas ça spécialement manichéen en fait. Moi ce que je trouve très beau dans le film, je disais tout à l'heure que ça ressemble pas à un premier film. En fait en voyant le film, là je trouve que je suis toujours aussi impressionné par la densité humaine en fait qu'il y a dans le film. Je trouve que c'est assez rare dans un premier film d'avoir cette qualité et cette densité humaine en fait que normalement comme cinéaste on acquiert avec l'âge en fait. Et notamment la compréhension humaine, enfin des choses très basiques, et je trouve qu'à 25 ans, faire un film aussi mûr et aussi chargé émotionnellement, enfin sur la gestion des émotions par exemple, je trouve le film très impressionnant. Par ailleurs, il y a autre chose que je trouve très, très impressionnant dans le film, et pareil, que je trouve très inhabituel pour un premier film. Généralement, les premiers films sont très... soit ils sont très centrés sur l'intime, soit ils prennent carrément le parti de grande presse historique, puis ils se débarrassent un peu de ça, et je trouve que la manière qu'il a de gérer le rapport, qui est vraiment un truc très américain, enfin depuis Griffith, c'est vraiment un truc qui obsède le cinéma américain, le rapport entre l'intime et le spectaculaire, ou l'intime, entre les individus et la grande histoire, la petite histoire et la grande histoire. Et je trouve là aussi que pour un premier film fait à l'âge de 25 ans, je suis assez sidéré en fait par la manière dont il organise tout ça, et même j'ai l'impression que le film c'est presque une sorte d'archéologie de l'histoire américaine en fait. Et quand on voit The Box, il a fait 3 films, je précise pour ceux qui peut-être qui connaissent pas Danny, parce qu'on part du principe que tout le monde connaît. Mais voilà, Richard Kelly a fait 3 films, c'était son premier film. Il a fait un second film qui s'intitule Southland Tales, et un troisième qui s'intitule The Box, qui est sorti il y a 2 ans, je crois. Et dans les 3 films, vraiment, il y a une confrontation à l'histoire américaine. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui l'obsède. Et je trouve que trouver ça dès le premier film, pareil, c'est un truc... quand je vois les premiers films, je trouve ça vraiment très inhabituel de se confronter à l'histoire. Et on parlait de la reconstitution, par exemple. Je trouve que la reconstitution ne fait pas du tout reconstitution. Enfin, elle est tellement chargée de toute façon de souvenirs intimes, et il y a presque un côté proustien, je pense, que pour lui quoi, que du coup la reconstitution paraît très, très juste, enfin très vraie, pas du tout fake ou décorative. Non, sur la croyance, juste je voulais préciser une chose, c'est que pareil, en voyant le film, une interprétation possible du film, c'est vraiment l'idée de l'adolescent comme créateur d'un monde, enfin d'un monde propre. C'est vraiment un film sur un personnage metteur en scène, quoi. En ce sens-là, d'ailleurs, il est très proche de Spielberg, chez qui on retrouve souvent des enfants qui sont vraiment le metteur en scène de leur propre monde. Et Spielberg étant une des influences, enfin là on voit
quand ils prennent le vélo à la fin, c'est impossible de ne pas penser à Haïti, évidemment, qui est plus proche de nous, évidemment, à super vite. Hein. En fait, l'explication la plus simple, selon Richard Kelly, c'est que donc la nuit, la première nuit où le lapin apparaît, c'est la naissance d'un univers tangent en fait. Il y a l'univers premier et il y a un univers parallèle qui se crée cette nuit-là. C'est un univers qui va durer 28 jours. Et donc là, Donnie Darko en fait est manipulé par plusieurs personnages, et il y a carrément donc le livre, la philosophie du voyage dans le temps, le livre. Oui. Ben voilà, tout est expliqué derrière. Donc, alors avant de passer aux critiques, j'essaie d'expliquer donc dans le livre dont il parle dans le film, philosophie du voyage dans le temps. Il explique tout ça. En fait, il y a trois types de personnes. Il y a le life receiver qui en fait est Donnie Darko. C'est celui qui a une mission. C'est de décider si cet univers tangent, cet univers parallèle, donc qui sont en fait les 28 jours qu'on suit dans le film, tout ce qui se passe, donc qui s'achève par la mort de la fiancée de Donnie Darko, etc. Donc lui, il doit décider si ces 28 jours-là, à la fin, ils se produisent, ou si on revient en arrière et il se sacrifie pour mourir, mais pour que donc le reste de la communauté reste en vie. Donc lui, c'est le life receiver, et il y a deux autres types de personnes, c'est Manipulated Dead. Donc en fait, c'est les deux personnages qui vont mourir dans l'univers tangent. Donc, c'est sa petite amie et Frank, qui est donc le petit ami de la sœur de Donnie Darko, qui est ce garçon qui a un costume de lapin à la fête d'Halloween. Et lui, comme il va le tuer, Donnie Darko, son intérêt à lui, c'est de revenir en arrière pour que lui ne meure pas. Enfin, voilà. Et tous les autres personnages sont les Manipulated Living, donc ceux qui ne vont pas mourir dans l'univers tangent, mais qui tous, à leur manière et de façon inconsciente, seront tous un peu des mentors, des guides, des jalons dans le parcours de Donnie Darko. Le côté province, enfin le côté provincial, et il y a une vraie tendresse en plus pour ça. On sent vraiment qu'il parle vraiment de son adolescence et de gens qu'il a connus, dont il s'est inspiré pour faire les personnages. Moi, ce qui me trouble beaucoup aussi, chaque fois que je vois le film, et il y a ça au tout début de Southland Tales, où dans Southland Tales, ça commence par un home movie, en fait, deux gamins qui font une sorte de home movie dans un suburb, enfin à Los Angeles, mais ça ressemble à un suburb, quoi, une banlieue pavillonnaire. Et tout d'un coup, on entend une grosse déflagration, et qu'est-ce qu'on voit à travers ce home movie? On voit un champignon atomique, en fait. Et j'avais trouvé l'image absolument saisissante. Enfin, vraiment, je trouve qu'il a ce talent-là, et dans The Box, d'une autre manière, il y arrive aussi. C'est vraiment le surgissement de l'extraordinaire dans le quotidien, quoi. Et je pense que ça, c'est rendu possible, ce surgissement de l'extraordinaire dans le quotidien, uniquement parce qu'effectivement, à la base, on a cette petite communauté provinciale, un lieu où, a priori, il ne se passe rien, parce qu'évidemment, quand on voit les films hollywoodiens, normalement, effectivement, c'est New York ou Los Angeles, enfin, c'est des grandes métropoles qui sont attaquées. Et rarement, effectivement, il y a d'ailleurs Spielberg qui fera un peu ça aussi dans La Guerre des Mondes, puisqu'il ne situera pas la première attaque dans New York, mais vraiment de l'autre côté.